Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons animer une scène autour du grain au pain. Et pour ce faire, c'est moi-même de l'équipe Sublimeur qui va animer tout ça. Donc Sublimeur est une entreprise qui valorise depuis 2019 des adresses engagées dans les Hauts-de-France pour une gastronomie responsable, d'ailleurs que l'on valorise sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus, n'hésitez pas à aller suivre toutes les tendances que nous partageons. Et donc à l'occasion de la Région européenne de la gastronomie l'année dernière, dont a parlé Daniel Fasquiel dans la scène précédente, nous avons rédigé un livre autour des savoir-faire et produits des Hauts-de-France, parmi lesquels le pain, donc sujet de cette table ronde. Donc pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah et Louis de la boulangerie lilloise Brood, une boulangerie qui prône des pains naturels, conçus à partir de farines paysannes, issus de l'agriculture biologique, de levain, d'eau filtrée et de gros sel. Et Frédéric Écoute de la ferme Trésor de Ferme, installé à Terre-d'Ingham dans les Flandres françaises, agriculteur bio et surtout meunier. Vous travaillez en direct auprès de boulangers du territoire pour leur fournir de la farine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est conscient que de plus en plus de boulangers prennent un pain plus responsable, plus sain, un pain qui fait du bien à la fois pour la santé, pour la planète et au palais, qui redonne aussi du sens à ce produit du quotidien depuis des années. Donc certains de ces boulangers sont issus de reconversions professionnelles comme Sarah et Louis juste ici, alors que d'autres ont un parcours plus classique. Après, il y a aussi des paysans boulangers qui décident de contrôler l'intégralité de la production, depuis le grain jusqu'au pain, et d'autres boulangers qui, justement, décident de se rapprocher de producteurs et de meuniers qui prônent des farines bien faites. Donc ici, c'est exactement le cas.
Donc Sarah, Louis, depuis la création de Brood il y a 4 ans, vous prenez haut et fort un modèle de boulangerie qui s'éloigne du modèle traditionnel, avec une approche plus responsable, notamment tournée autour d'un approvisionnement local. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors avec Louis, on a décidé quand on a créé la boulangerie, d'en effet utiliser des farines anciennes, mais aussi modernes, si possible locales. Et quand on a commencé il y a 4 ans avec Louis, on a rencontré un autre meunier que Frédéric, qui s'appelle Michel Carole Patin, qui est originaire de notre région, d'Avrincourt exactement. On l'a rencontré parce que voilà, on voulait déjà travailler avec des blés locaux. Et finalement, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il produisait dans le Nord, mais également il travaillait avec d'autres paysans sur des farines de terroir. Donc en fait, il avait une collection de blé qu'il a redistribué à différents paysans partout en France, un peu comme le vin, sur vraiment des farines de terroir. Et donc on a commencé à travailler avec lui. Donc voilà, le seul petit souci, c'est qu'il avait une minoterie dans le sud de la France et que du coup, toutes ces farines de terroir, de variétés anciennes, transitaient par la minoterie pour après remonter chez nous. Du coup, c'est quelque chose qui nous a aussi interrogés sur la qualité des farines. On voulait travailler localement et on a rencontré Frédéric il y a un an et demi maintenant. Parfait. Bon, Frédéric, du coup, la transition toute faite finalement pour vous. Vous incarnez 2 professions à la fois. Vous êtes à la fois agriculteur et meunier. Vous intervenez du coup à plusieurs étapes de la filière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de double profession et finalement répondre ainsi à ce que Sarah vient de dire ? Oui, donc bonjour à tous. Donc, à la base, je suis maraîcher. Voilà, je suis encore maraîcher bio, diversifié, toujours en vente directe et en circuit court. Et dans cette rotation de légumes, on a eu l'idée il y a quelques années d'intégrer les céréales. Voilà, parce que les légumes, c'est tout le temps, en général, planté au printemps, récolté à l'automne. Donc en bio, on fait face à des problématiques de maladies ou de mauvaises herbes, alors que la céréale est implantée en automne et récoltée l'été. Donc ça permet de faire des rotations, d'ajouter plus de biodiversité et donc avoir moins de problèmes. Donc suite à ça, on s'est dit, tiens, ok, on met des céréales, mais il faut valoriser ces céréales mieux que si on vendait à une usine, une coopérative. Donc on va s'acheter un moulin. Donc en 2019, on s'est acheté un moulin. Et en fin de compte, c'est de fil en aiguille. Au début, on l'avait acheté que pour nous. En discutant avec des boulangers et avec des agriculteurs, finalement, il y avait un besoin de farine locale, avec des blés particuliers. Alors au début, on a commencé, même en légumes, on va dire, attiré par des variétés locales. En blé, pareil. Donc on a cherché des variétés locales de blé, des variétés anciennes, notamment qui étaient recherchées par des consommateurs avec quelques soucis de digestion sur les blés modernes, au levain, sur le pain blanc classique en fin de compte. Donc développer cette filière de blé ancien chez nous et aussi apporter cette farine aux boulangers qui la souhaitent. Un peu à la fois, ça s'est fait comme ça. Donc quasiment le premier boulanger avec qui j'ai travaillé, c'est Vianney de Gruson à Lille. Et c'est grâce à un tour de plaine, parce qu'en fait l'idée c'est de garder cette dimension humaine. Donc les boulangers viennent voir chaque année les champs, discute avec les producteurs parce que je ne suis pas suffisamment gros pour produire, j'ai pas assez de surface pour tout produire. Donc je travaille avec des producteurs partenaires en bio que je connais, des voisins en fait. Je ne fais pas toute la France, je fais les Flandres. Voilà, l'idée, ils peuvent venir en tracteur avec une benne pour apporter le blé. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, les boulangers, quand vous avez 1 kilo de farine, ça représente telle surface en fin de compte dans le champ. Voilà, c'est vraiment du concret. Et c'est à cette occasion d'un tour de plaine avec Vianney qui m'a présenté Sarah, parce que tu étais toute seule, je pense, à l'époque, pour la visite. Oui, c'est ça. Le Vianney de Gruson était mon maître boulanger. Du coup, il m'a dit, viens voir, vu qu'on discutait beaucoup des variétés anciennes avec lui pendant qu'il m'apprenait à faire le pain pendant le CAP. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Frédéric. C'est comme ça que... Un peu par hasard. Oui, une belle rencontre finalement qui perdure aujourd'hui. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, Brood est quasiment mon meilleur client, je pense, entre toute une diversité de farines, en blé moderne, en blé ancien, en seigle, un petit peu de maïs, un petit peu de corazan. Alors c'est aussi un blé ancien, un blé dur. Voilà, donc, et l'avantage qu'on a de la proximité, c'est la dimension humaine. On va voir les terres, on va voir les agriculteurs, mais c'est aussi la fréquence de livraison.
Chaque semaine, tous les mercredis, on livre un petit peu de farine, ce qui permet d'avoir de la farine fraîchement moulue. Et ça nous a arrangé pas mal parce qu'en fait, on a un petit fournil et une petite zone de stock. Et donc, on avait commencé à bosser avec Michel Carole-Patin qui était dans le sud de la France. Donc, on recevait des palettes entières et bon, après, il faut pouvoir stocker la farine. Et on bosse toujours avec lui pour une partie de la farine, notamment celle qui va ensemencer notre levain tous les jours. Et c'est vrai qu'on peut recevoir la farine de Frédéric tous les mercredis. Elle est fraîche, donc ça, c'est vraiment le top. Et aussi, nous, on a un gain de place, donc c'est pas négligeable. Et l'idée aussi, enfin, on est tous les deux des reconvertis avec Sarah. Et à travers le CAP, alors Sarah elle a suivi la voie plus classique du centre de formation des artisans, et moi j'ai été en candidat libre. Et en fait, on s'est rendu compte, et aussi à travers des lectures, en découvrant d'autres boulangeries, des plus classiques et des modèles un peu plus alternatifs, des paysans boulangers, etc., qu'en fait les boulangers et les meuniers et les céréaliers ne se parlent pas. Et ils ne se connaissent pas en fait. Et la plupart des boulangers connaissent finalement pas grand-chose aussi sur leurs matières premières en fait. Et donc l'idée là, c'est d'avoir des visages en fait derrière notre produit. Et donc bon, nous on fait le pain, on le transforme, mais on est capable de dire voilà, c'est Fred qui fait la farine, elle est faite à tel endroit, c'est telle variété, c'est intéressant pour telle qualité gustative, tel goût, etc. Et ça, pour nous, c'était vraiment hyper important de se dire, voilà, il y a ce que tu disais, cette dimension humaine qu'on peut aussi nous remettre en avant. Carrément, c'est vrai, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. De toute façon, vous avez quand même des liens forts et ça permet aussi de consolider une relation de confiance qui est souvent détruite aujourd'hui avec le fonctionnement des gros moulins, des mastodontes de moulins qui gèrent facilement un portefeuille énorme de boulangers sur tout le territoire français. Ok. Frédéric, vous, à travers votre activité, vous tenez à valoriser le circuit court dans tous les cas, que ce soit sur la production maraîchère, mais là, sur le sujet plutôt de la farine. Pouvez-vous nous expliquer peut-être ce choix et comment exactement ça se passe au quotidien? Tout à l'heure, vous nous avez expliqué de façon un petit peu plus générale. J'imagine que c'est pas facile tous les jours, mais... Alors déjà, l'avantage de travailler comme ça, c'est de s'adapter aux besoins du client, si je peux appeler ça, vous appelez comme ça, du consommateur, du boulanger. Voilà, c'est en fin de compte, je sais que je dis Sarah parce que c'est principalement elle qui me commande en direct. Donc si Sarah me dit, tiens, j'aime bien telle variété de farine, on a testé, Sop fait le plutôt en T80, plutôt en T110, et en fin de compte, on essaye des choses. Et c'est cette proximité finalement qui se passe, et tout au long de l'année, on dit tiens voilà, j'ai eu tel lot de blé avec tel producteur. Dans 2 semaines, par exemple, on a du Vendelin, c'est une variété de blé. Dans 2 semaines, j'en ai plus pour ce producteur-là. Donc j'aurai le même Vendelin qui était produit par un autre producteur, donc des conditions, un terroir différent, des conditions de culture différentes, des conditions de récolte différentes aussi. Et donc attention, il faudra peut-être adapter la recette. Le taux d'humidité sera un petit peu différent. Donc ça, c'est vraiment important. Si on n'a pas cet échange, finalement, on pourrait avoir des soucis. Voilà. Donc on ne peut pas garantir une farine qui est homogène toute l'année, mais c'est aussi le jeu. Ça va. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéressait aussi avec Broad quand on l'a monté, c'est que le travail de boulanger est assez rébarbatif. Tous les jours, on fait la même chose. On commence à la même heure. Il y a un timing à respecter parce qu'après, ça part en livraison. On ouvre la boutique, etc. Et l'idée, c'était que ça nous permet aussi de nous adapter aux aléas de la nature. Et du coup, les farines, tous les ans, chaque moisson, elles sont différentes. Donc au mois de septembre, on a vraiment une très grande période où on doit justement réadapter ces hydratations, les temps de pousse et autres. Il y a d'autres choses qu'on ne maîtrise pas, comme la pression atmosphérique, mais bon, voilà, on essaye d'avoir le nez. Et c'est vrai que c'est assez agréable, des fois surprenant, des fois très difficile. Ça nous pose des fois des problèmes. Et c'est ça qui est bien avec Fred et même avec Michel Carole qui est dans le Sud, c'est qu'on peut s'appeler, lui dire voilà, j'ai des problèmes, j'ai du mal à gérer le réseau glutineux, parce que même si on fait du pain qui est très digeste, il y a quand même ce réseau glutineux qui permet d'emprisonner les bulles d'air et de créer cette mie. Et du coup, on discute. Donc lui-même, il nous dit un peu son ressenti sur la meule, comment le grain est sous la meule. Nous, on lui explique également le ressenti.
Et puis en fin de compte, on arrive toujours à trouver la bonne recette. Et après, quand il change de lot, en effet, donc également une autre parcelle, il nous prévient. Nous, on sait que ce jour-là, quand on ouvre le paquet, il faut être vigilant. Donc on met tout de suite moins d'eau au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vrai que le premier pain est toujours un peu le pain test. On prévient également nos clients, parce que c'est ça qui est important pour nous, c'est que voilà, nos clients, on leur explique ce qui va pas, surtout ce qui va, bien évidemment, quand ils nous posent beaucoup de questions. Et puis voilà, dire qu'il y a Frédéric et aussi d'autres paysans qui travaillent avec Frédéric, qui plantent également pour lui, qui sont dans la région. On fait également la même chose pour le sel. On a une saunière qui est sur l'île de Noirmoutier. Donc voilà, on a vraiment des visages derrière, et si on se pose des questions, on peut se retourner vers eux. Et eux, pareil, quoi. On a vraiment une bonne relation, et c'est vrai que ça fait bizarre de dire client. Tu l'as dit, non mais j'ai senti que c'était difficile. Mais pour nous aussi, on est partenaires, voilà, on va dire ça. Mais on l'est également avec Émile d'Entrée d'Union, qui est là-bas, qui nous fournit des légumes, enfin des fruits plutôt de la région quand on fait des pains autour des fruits frais. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir des visages avec qui on peut partager aussi. Voilà. Et si je peux me permettre une toute petite précision, en fait, pour nous, l'aspect pédagogique est hyper important. On n'a pas non plus la science infuse, mais on continue de chercher non-stop, de se renseigner, de discuter donc avec nos partenaires et aussi avec nos clients qui viennent nous acheter du pain tous les jours ou chaque semaine. Et juste pour préciser, en fait, on est 3 boulangers et boulangères chez Broad. Donc Sarah, moi-même et Léa, qui est ici dans le public. Coucou Léa. Et juste pour vous dire qu'en fait, on a fait le choix aussi d'être à la fois les boulangers et les vendeurs. Donc à tour de rôle, on tourne et chacun d'entre nous rencontre la clientèle tous les jours. Et en fait, c'est pas parce qu'on veut dévaloriser le métier de vendeur ou autre, c'est que pour nous, on a un produit vraiment qu'il faut expliquer. Les gens ne savent plus grand-chose du pain. Et pourtant, ils ont plein de questions, et souvent très très pertinentes, et on est vraiment très heureux de leur expliquer tout ça, qu'il peut y avoir des aléas, pourquoi c'est mieux le levain, une farine semi-complète ou une T110, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, comment écraser la farine, avec qui on travaille, etc. D'ailleurs, on peut en profiter pour lancer le pain. Je ne sais pas si on peut le distribuer. Parce que c'est l'occasion un peu de vous faire aussi déguster le pain avec des farines différentes. Je ne sais pas si vous voudrez dire un petit mot des différents pains qui vont être dégustés. Et je pense que peut-être qu'on aura un petit échange à la fin si jamais vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le pain proposé ? Oui, vous pouvez y aller. Je vais les montrer, en fait, ils sont derrière. On est venu avec 3... Alors oui, on a une gamme de pains assez courte. Parce que l'idée, c'était pas d'avoir non plus pléthore de pain à présenter, sachant qu'on n'a pas de boutique. Donc en fait, chez nous, on achète à la porte du fournil. Donc on fait notre production. À la fin de la production, on ouvre la porte. Il y a une petite table qui tombe devant et on vend comme ça directement. Donc pas de boutique, donc pas de possibilité non plus d'avoir de vitrine et des tonnes de pain. Et juste pour vous les présenter, on en a ramené 3. Donc ici, vous avez le pain nature. On va vous expliquer, vous allez pouvoir le goûter. Donc ça, c'est le pain en levain 100% blé, avec notamment le blé Vendelin, qui est une variété ancienne qui est produite par Frédéric. Le pain aux graines, et là, ce qui est intéressant sur celui-là, donc toujours du blé, c'est de la variété ancienne, et en fait, ça s'appelle un blé de population. Donc Frédéric va peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est. Donc c'est un mélange de variétés anciennes avec des graines. Et le dernier pain qu'on a ramené ici, c'est du petit épeautre, que certainement vous connaissez. Et en fait, c'est une céréale qui présente en moyenne 2 fois moins de gluten et de protéines qu'un blé classique. Donc très très digeste et assez intéressant aussi au niveau gustatif. Donc voilà, vous allez pouvoir goûter tout ça, ça arrive doucement. Et si tu peux, Fred, si tu peux nous préciser ce que c'est un blé de population, s'il te plaît. Tout à fait. En fin de compte, dans l'histoire des céréales, je ne vais pas remonter trop loin, mais globalement, il y a avant-guerre, après-guerre. Avant-guerre, on avait des variétés qui étaient de population, ce qu'aujourd'hui on appelle des blés anciens, où le réseau glutineux n'a pas été travaillé. En fin de compte, on a des gluten qui sont beaucoup plus digestes par l'organisme, mais qui ont moins de force. Voilà. Et un peu à la fois avec l'évolution des
industrielles aussi, mais aussi contraintes agronomiques. Voilà, il y a le rendement, etc. On a cherché à faire des blés beaucoup plus forts en termes de gluten et du coup beaucoup moins digestes pour l'organisme, notamment quand ils sont associés avec de la levure. Voilà. Donc là aujourd'hui, vous utilisez les deux, des variétés plus anciennes, des variétés plus modernes, mais associées au levain, il y a déjà une prédigestion des gluten qui permet quand même d'avoir une digestibilité présente, quoi. Et est-ce qu'on a discuté aussi de blé de population? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que je pense qu'on en entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. La variété population, c'est qu'on peut la reproduire, voilà, et il y a une diversité dans la population du blé. C'est-à-dire que ce n'est pas des clones, voilà, ce n'est pas un ensemble de blés qui seront exactement pareils, c'est l'ensemble de... Comme une population autour de nous, voilà, chaque personne est différente et chaque grain de blé, chaque épi de blé sera différent dans le champ. Et ce qui va faire aussi son équilibre et sur le fait qu'en bio, on va pouvoir le cultiver sans avoir trop de problèmes. Mais ce qui fait aussi que finalement, il peut y avoir une certaine variabilité sur les récoltes issues de blé de population en fonction de certaines variétés prennent peut-être parfois plus le dessus selon les années, les conditions climatiques que d'autres. C'est plus les aléas climatiques que finalement les variétés qui vont faire ça. Après, ils vont être quand même, les variétés anciennes, moins sensibles aux variations climatiques que les blés modernes et aussi moins sensibles aux variations d'azote. C'est lié en fait, parce que finalement il y a de l'azote qui se produit automatiquement par le climat, hein, avec la chaleur, le soleil, etc. Et finalement, comme nous en bio, on utilise la vie du sol pour fertiliser, c'est-à-dire qu'on rajoute du fumier, etc. Mais du fumier, c'est des bactéries, c'est la matière organique. C'est le climat qui va faire que de l'azote va être libéré pour faire pousser le blé. C'est pas de l'azote minéral qu'on va acheter et y mettre directement dans la terre, où on va contrôler 100% du tonnage d'azote dans le champ. Là, on attend l'évolution du climat pour produire l'azote nécessaire à la croissance du blé. Et le blé ancien va être moins dépendant de ça. Voilà, donc plus stable quand même en termes de production. Ouais. Ok, et tu peux peut-être nous dire un petit peu comment tu as réussi à réimplanter des variétés anciennes, parce que souvent on se dit c'est ancien, c'est moins accessible, que faire? Alors il y a eu plusieurs sources. Alors, allez, un blé ancien qu'on fait qu'on n'utilise pas ici, mais c'est le blanc de Flandre. C'est pour l'anecdote, je vais expliquer. Il y a un conservatoire en France qui justement conserve les anciennes variétés de blé en pur, des variétés pures. Et là, le blanc de Flandre, c'est un blé qui date fin 1800. Donc ça fait à peu près 150 ans. Et donc là, on a demandé à l'INRA de Clermont-Ferrand, donc c'est ça le conservatoire, qui nous a donné 100 grains. Voilà, donc 100 grains de blé. La première année, on a mis ça dans la serre, parce qu'on ne va pas mettre tous 100 grains de blé si ça ne pousse pas, etc. Donc on a mis 10 grains dans la serre. Finalement, tu fais de la R&D aussi à implanter. Voilà, et en fin de compte, on a multiplié cette variété-là. Ensuite, on a rejoint aussi un réseau qui s'appelle Semences Paysannes en région, c'est Initiative Paysanne, c'était à la Derne à l'époque, qui nous a donné 2 kilos de petits quinquins. Voilà, pour le coup, 2 kilos, c'est un peu plus que 100 grains. Et pareil, qu'on a multiplié d'année en année. Donc, c'est deux variétés qu'on utilise encore, qu'on cultive encore. Bon, après, des blés modernes, on peut les acheter. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire par rapport à ça. Le petit épeautre, c'est aussi une autre histoire. C'est que c'est ma sœur qui était en vacances en France, à la montagne, qui a acheté 1 kilo de grains entiers et on l'a planté chez nous. Voilà. Et depuis, ça fait 5, 6, 7 ans, je pense, qu'on utilise le petit épeautre et qu'on le multiplie chaque année. Et ça devient finalement notre petit épeautre. Voilà, parce qu'il s'adaptait à notre terroir. Et aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des productions, des rendements corrects pour mes collègues qui le cultivent. Ok, bon, bah, merveilleuse nouvelle, parce que parfois on peut se dire c'est des blés qui ne sont pas toujours faciles à cultiver, d'autant plus avec les conditions climatiques. C'est pas facile à cultiver, mais ça reste pas facile à cultiver. C'est pour ça que chez moi, je suis maraîcher, je fais une petite rotation en céréales, mais je suis avant tout le centre R&D. Voilà. Je teste, si j'ai des nouvelles variétés, je la teste chez moi, et je peux donner les conseils aux collègues qui vont cultiver pour moi, vraiment pour la production en quantité. Voilà. Donc là, on est en train de développer le Corazan. C'est un blé encore plus ancien, un blé dur encore plus ancien. Je l'ai essayé pendant 2-3 ans chez moi, mais je multiplie aussi en même temps, parce que pour semer 2 hectares de blé, il faut quand même, en Corazan, il faut facilement 400 kilos. Donc il faut avant tout produire 400 kilos. Quand on part de 10 kilos, bon, ça ne se fait pas en un an.
Voilà. Donc moi, je fais ça chez moi dans mes rotations. Et je pense que l'année prochaine, j'en aurai un petit peu plus si les boulangers ne m'achètent pas toute la farine. Donc je vais quand même garder une partie pour la semence pour justement faire cultiver par un collègue. Et comme je l'aurai expérimenté quelques années, je vais pouvoir lui dire, bah là, mets plutôt dans une terre un peu plus lourde, un peu plus légère, un peu bien fertilisée ou pas trop, en fonction du précédent. Si plutôt un précédent pomme de terre, ce sera une bonne terre. Si un précédent courge, un peu moins. Voilà, on va plutôt orienter l'implantation du blé en fonction de l'expérience qu'on aura fait précédemment. Et Sarah, Louis, vous avez peut-être, vous, des demandes là, à partager à Fred sur des potentiels céréales à planter ou à développer? Déjà, le Corazon, voilà, on en avait déjà discuté. Donc là, on est assez content. On a 10 kilos qu'on doit tester, d'ailleurs, récemment, enfin bientôt, incessamment sous peu. Et oui, on en parlait dans la voiture. Justement, on avait discuté il y a déjà 1 an d'une variété qu'on achète dans le sud et qu'on aimerait bien essayer de réimplanter dans le nord. On ne sait pas du tout, par contre, s'il va prendre ou pas. Donc voilà, ça y est, Fred s'est lancé là-dedans et on est en train de tester cette farine qui s'appelle Energo. Donc on a trouvé de la semence d'Energo, que ce n'est pas forcément facile à trouver. On a su la trouver et l'implanter chez un collègue volontaire qui a mis 2 hectares. Moi, je n'ai pas 2 hectares pour mettre des céréales. Mais voilà, on fait le test. Après, il n'y a pas d'engagement écrit, même avec les collègues avec qui je travaille, je n'ai pas de contrat. Finalement, ils sont tous bien volontaires et partagent la même démarche que toi. Ils comprennent en fait l'intérêt du réseau. Voilà. Je dirais que tout à l'heure, je parlais du circuit court avec les boulangers, mais aussi avec les agriculteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un agriculteur qui cultive du blé, notamment, je sais, en filière bio, c'est compliqué ces dernières années. Ils vont livrer leur blé. Et c'est la coopérative ou l'acheteur qui va tester la qualité du blé et va dire finalement, ton blé il n'est pas très bien, donc je ne vais pas te le payer 300 €, je vais te le payer 200. Mais le blé est déjà livré. Donc en fin de compte, il ne peut pas revenir en arrière. Non, je vais le récupérer, tu ne me le payes pas assez, je vais le vendre ailleurs. Il y a un engagement finalement vis-à-vis de sa coopérative et il dépend des capacités à vendre de la coopérative. Donc si ça ne se vend pas bien, finalement, lui, il ne va pas être bien payé pour son blé. Ce que je ne voulais pas, et finalement, c'est aussi en fonction du cours mondial. On dit, le blé bio, parce que les Russes ont su en produire, ou les Ukrainiens, pour ne pas parler du sujet. En fin de compte, il y a beaucoup de blé au niveau mondial, donc ça vaut moins cher. Il n'y a pas de raison. Un agriculteur, ses charges augmentent toujours. Nous, on doit acheter du gasoil, voilà. Il y a des charges. Il n'y a pas de raison que parce qu'à l'autre bout du monde, ils en ont produit beaucoup, que nous, on doit le vendre moins cher. Le coût de production est toujours le même. Donc par rapport à ça, moi, le prix est connu à l'avance. Donc je dis tous les ans, c'est autant. Normalement, ça ne diminue pas, à moins que les charges diminuent vraiment. Mais l'idée, c'est d'être équitable, de dire, voilà, je m'engage à te l'acheter, il faut quand même que tu ne me donnes pas un blé trop humide, il faut qu'il soit panifiable et qu'on puisse l'écraser quand même sur la meule. Mais voilà, autant le boulanger fait un effort sur le fait que je n'ai pas le même blé, la même farine toute l'année, moi je fais aussi un effort par rapport à l'agriculteur, en disant, ok, fais ce que tu peux, moi je m'engage à te l'acheter et à te payer ce prix-là. Voilà. Parfait. Sur ces beaux engagements, la scène doit déjà se terminer. Donc j'espère que vous avez fait de belles découvertes sur le pain, que vous avez peut-être découvert que vous avez peut-être découvert des goûts et des saveurs différentes, en espérant que ça vous ait plu et que peut-être vous testiez, pourquoi pas, rendez-vous à Lille au Fournil directement. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Comment ça va? L'amie est belle? Plus belle l'amie? Ah ouais, plus belle l'amie. Bon, ça s'est très bien passé. Merci à vous, merci pour cette belle table ronde. On va enchaîner avec la suivante, une table ronde plus historique cette fois. On va parler de cuisine régionale au pluriel. À tout de suite.